Bienvenue à tous sur la bulle verte que nous consacrons pour les 30 prochaines minutes au biomimétisme et à la transition écologique. Cet après-midi, nous accueillons trois structures qui sont très complémentaires, qui ont des métiers complémentaires et qui vont aborder le sujet du biomimétisme dans leur pratique. Je vais proposer à Laura de commencer l'intervention et nous présenter la structure pour laquelle elle travaille. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie d'avoir l'occasion de parler de biomimétisme dans cet événement big dédié au progrès. Le biomimétisme, l'idée c'est bien de s'inspirer du vivant pour innover durablement. Et c'est surtout prendre la nature comme modèle pour résoudre les défis de la transition écologique. Donc moi, je suis directrice du développement scientifique pour Cebios. On est une coopérative du biomimétisme où on agrège autour de nous l'ensemble des parties prenantes, autant pour travailler sur de la R&D industrielle bio-inspirée que sur des organisations, que sur des territoires, et donc avoir cet emboîtement d'échelle sur le biomimétisme. Le biomimétisme, ça repose sur trois ingrédients principaux, trois piliers essentiels. Le premier, ça va être la pluridisciplinarité, le fait de prendre la biologie et de confronter les métiers de la biologie avec les métiers de l'ingénieur, du concepteur, de l'urbanisme, etc. Et donc d'avoir ce croisement des connaissances et des cultures qui ouvre de nouvelles voies. Même là, je fais un petit raccourci parce que quand je dis la biologie, c'est en fait des spécialistes de certaines espèces, des spécialistes écologues, des spécialistes à plein de niveaux différents de l'histoire évolutive. Et donc, on a un vivier comme ça de connaissances qu'on peut venir croiser avec des métiers plus techniques et les défis humains qu'on a à résoudre. Le deuxième ingrédient dont on va avoir besoin, c'est cette approche méthodologique en se disant que historiquement, le biomimétisme a été incarné par des personnalités fortes. On peut penser à Léonard de Vinci, à Gaudi, qui vont avoir la particularité d'avoir culturellement cette curiosité d'aller croiser, par exemple, le biomimétisme, le vivant et l'architecture ou l'ingénierie. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une approche méthodologique, il y a des outils qui doivent permettre d'aller de manière plus systématique faire de l'innovation bio-inspirée et catalyser et déployer plus largement cette approche. Le dernier ingrédient, c'est évidemment la durabilité. En se disant que dans le biomimétisme qu'on développe aujourd'hui en France, l'enjeu n'est pas forcément d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, comme aux Jeux Olympiques, mais de venir poser des questions de durabilité au vivant. Regarder le vivant en se demandant comment le vivant fait pour créer des matériaux aux propriétés remarquables à partir de ressources qui sont locales et abondantes. Comment est-ce que le vivant fait pour gérer, optimiser l'utilisation de ressources lorsqu'il est dans des conditions de rareté ou de forte pression sur la ressource. Comment est-ce que le vivant fait le bon mix énergétique dans tel ou tel contexte. Et donc c'est ce genre de questions qu'on va se poser pour avoir une vision plus systémique du vivant, une analyse de cycle de vie des propriétés du vivant. Et c'est ça qu'on va chercher à mettre à profit dans des déclinaisons techniques et industrielles. Alors pour parler de ce sujet aujourd'hui, je suis venue avec deux partenaires proches du Cebios qui vont apporter des témoignages complémentaires. D'un côté, j'ai une start-up Modulatio qui développe une technologie bio-inspirée au service notamment de la construction, mais aussi plus généralement de l'industrie. Et de l'autre côté, j'ai SICAM avec Pierre Williams qui va plutôt nous parler de la démarche d'une ETI qui repense un produit par cette approche. Donc voilà, et donc j'aimerais pour commencer un petit peu ce créneau, vous demander tous les trois de nous raconter un petit peu qui vous êtes et ce qui vous a amené au biomimétisme. Alors, quelques mots à propos de SICAM. SICAM, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine des accessoires pour les réseaux électriques. Bon, j'ai pas, ceux qui connaissent SICAM ici peuvent lever la main. Généralement, il n'y a personne. Une personne. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On développe des connecteurs pour accorder les câbles électriques, des coffrets, des shelters. Il faut savoir que c'est bien souvent dans un réseau électrique les points les plus sensibles. Les câbles sont rarement en défaut, c'est la connexion qui est l'élément le plus critique. Nous, on développe des connecteurs durables qui sont installés pour 20, 30, 40, parfois 50 ans
Et c'est une des caractéristiques problématiques très importantes. Donc, SICAM, c'est une UTI, une entreprise de taille intermédiaire. 3600 collaborateurs dans le monde. L'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires de 567 millions d'euros. On est présent opérationnellement dans 26 pays et on distribue nos produits dans 157 pays. Plus de 50 PME, donc une organisation originale composée de PME industrielles. Bonjour, enchanté d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous sommes Modulatio, nous sommes tout petits à côté de SICAM. Nous sommes une toute jeune start-up et nous développons un procédé d'émoulage industriel des structures biomimétiques. Notre mission, c'est d'aider l'industrie à réduire sa surconsommation des matières premières. Très bien. Et du coup, si on revient sur l'approche du biomimétisme au service de l'innovation, je l'ai mentionné au début, l'impact important de l'approche méthodologique. En fait, dans le biomimétisme, si je résume un peu en 2 étapes les points clés dont on aura besoin, un premier, c'est l'analyse fonctionnelle qui va nous permettre de nous créer un catalogue de modèles biologiques et de se dire que dans les fonctions qu'ont pu rechercher SICAM et Modulatio ou tout projet de biomimétisme, on va avoir un moment où on va se dire comment le vivant est confronté à la même problématique que moi et comment est-ce que je me crée un catalogue de solutions du vivant. Et pour chacune de ces solutions, ça nous donne des pistes d'innovation un petit peu nouvelles. Typiquement, dans les exemples un peu classiques du biomimétisme, c'est comme ça qu'on peut remplacer des antibactériens qui sont chimiques, qu'on va utiliser par exemple dans les blocs opératoires, par des surfaces micro et nano-texturées, type aile de cigale ou peau de requin. Et donc, on va avoir vraiment une innovation de rupture par ce regard-là, où c'est la même fonctionnalité d'antibactérien, mais qui est réalisée de manière drastiquement différente. Donc, le biomimétisme va permettre d'avoir ce changement de regard, changer de faire ce pas de côté en termes de stratégie. Un deuxième ingrédient dont on va avoir besoin en méthodologie, c'est ce niveau d'abstraction. C'est qu'en fait, ce n'est pas complètement magique. Si je mets un biologiste au milieu d'équipes de conception, ils ne vont pas forcément réussir à se parler du premier coup. Et donc, on va avoir besoin de monter en abstraction. C'est-à-dire qu'il y a un langage métier propre aux biologistes, il y a un langage métier propre au milieu de la construction, au milieu des systèmes électriques. Et on va avoir besoin de créer ce dialogue-là. Typiquement, si on vous parle de la nage anguilliforme des organismes marins, ça ne va pas parler à grand monde. Du coup, cette nage anguilliforme des organismes marins, c'est pourtant ce qui est à l'origine de plusieurs projets de biomimétisme, soit des hydroliennes d'Île Énergie, soit un moteur de bateau Phoenix qu'on a pu voir à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ou des pompes cardiaques. Et le lien entre les deux, c'est que finalement, une anguille qui nage, c'est une membrane ondulante qui fait de la conversion d'énergie. Donc dès qu'on dit ça, on crée ce pont-là. Et donc il y a un vrai métier, une vraie approche méthodologique derrière pour lire différemment cette donnée biologique et la rendre accessible à des équipes de conception. Alors donc ça, c'est la théorie. Mais aujourd'hui, j'aimerais que du coup, plus concrètement, SICAM et Modulatio nous racontent comment ils l'ont décliné dans les projets concrets. Alors, la première partie, c'est une phase de découverte. Le biomimétisme, nous, à SICAM, on ne connaissait pas du tout. Et on est tombé dans la potion magique grâce à RTE. RTE, c'est le gestionnaire de réseau de transport électrique en France, qui avait invité une vingtaine de personnes à participer, à assister à une formation sur le biomimétisme, formation faite par l'Institut des Futurs Souhaitables avec la participation du CEBIOS. Donc c'est la phase de découverte. Il faut, je pense, comprendre les principes, et comment ça fonctionne, la méthodologie, pour après pouvoir la déployer. Alors, le projet, ce qu'on a développé et qu'on approfondira après, c'est un connecteur électrique pour le raccordement des installations solaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment reconçu complètement un connecteur, principe de connexion à perforation d'isolant, qui permet d'éviter le dénudage des câbles. Donc une connexion électrique beaucoup plus fiable. Cette technologie de perforation d'isolant existait depuis 30 ans au niveau de SICAM. Et là, pour la petite histoire, quand on en discutait avec les ingénieurs R&D, ils avaient déjà tout fait, tout testé, tout essayé. C'était pas la peine. Je me rappelle même avoir participé à une réunion de brainstorming qui n'avait rien donné du tout. Et on a décidé avec le CEBIOS de s'attaquer à ce produit-là qui est emblématique au niveau de SICAM. Ce connecteur
on l'a conçu et développé sur plusieurs années. Et là, il est en phase de certification. Il va être commercialisé début 2025. Merci beaucoup. Tu nous partageras après voilà, les résultats et ce que vous en avez appris. Côté modulation, je vous laisse nous raconter aussi ce que vous développez. En fait, un petit moment pour vous dire comment on est arrivé au biomimétisme. Nous sommes arrivés par cette conscience que nous avons tous aujourd'hui sur notre nécessité de changer nos habitudes de consommation. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le rapport que l'ONU a fait apparaître en mars, dans lequel il dit clairement que la surconsommation des matières premières est à la source de notre triple crise planétaire, que ce soit le CO2, la biodiversité et les écosystèmes et l'énergie. Donc nous, c'est là où nous avons commencé à travailler ensemble pour chercher ces solutions. Oui, alors pour parler simplement de l'intérêt du biomimétisme, je vais être un petit peu terre à terre. Je ne suis pas un 68 art attardé et je ne suis pas là pour vous dire c'est beau, c'est joli, et, il faut en faire. C'est juste efficace. Pourquoi c'est efficace? S'il y en a certains d'entre vous qui font de la R&D ou qui ont déjà fait de la R&D, vous savez que vous êtes forcément limité par le temps, le budget. Donc vous allez explorer 2-3 solutions, vous allez faire 2-3 essais et puis ça sera terminé. Quand j'ai commencé, moi, on m'a dit tu as le droit de copier, ou sinon de copier, du moins de t'inspirer, mais si tu copies les meilleurs, les plus expérimentés. Et le bureau d'études le plus expérimenté de la planète, c'est le vivant. 3,8 milliards d'années. La nature a testé des solutions pendant 3,8 milliards d'années. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Mais la nature ne triche pas. Quand il y a une erreur, c'est la sélection naturelle, l'erreur disparaît. Autrement dit, les solutions que vous pouvez voir dans le vivant aujourd'hui, qui datent de milliers, millions, voire milliards d'années, sont des solutions super efficaces. Je ne connais pas un bureau d'études au monde, quelle que soit la richesse de l'entreprise dont il est issu, qui puisse se permettre d'avoir une telle expérience et de faire autant d'essais. Voilà. Donc voilà la raison initiale pour laquelle, personnellement, je me suis tourné vers le biomimétisme, en dehors des intérêts qu'on peut avoir, des sensibilités, c'est tout simplement l'efficacité. Laura nous parlait après de la difficulté de langage entre le biologiste et l'ingénieur. Bon, alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je me suis carrément associé avec l'autre partie. On peut faire plus simple. Hein. On peut embaucher un biologiste dans une entreprise, mais on peut aussi faire appel directement au CBIOS. C'est encore plus simple. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie richesse là-dedans. Et on voit, en l'occurrence, mon associé est spécialiste de la biomécanique appliquée, et notamment appliquée au traitement des maladies osseuses par le mouvement. Donc elle connaît très bien ce qui se passe dans les os humains. Voilà. Moi, beaucoup moins, c'est moins clair. Hein. Mais on arrive à discuter ensemble. Et ce qui se passe dans les os humains, les vôtres, hein, je m'adresse à des adultes là, vos os sont en train de, au moment où je parle, ils sont en train de se reformer, reconfigurer, même les plus âgés d'entre vous, en fonction de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Et ils sont extrêmement adaptés aux contraintes que vous leur faites subir, idéalement. Et donc, on s'est inspiré de ça, nous, pour développer des structures. Alors, ce qu'on appelle des structures lattices, on est en plein dans une structure lattice, là. C'en est une, ça. Hein. Elle est super simple parce qu'il n'y a qu'une seule couche, mais c'en est une. Le rail que vous avez au-dessus est une autre structure lattice. Ça, c'est omniprésent dans le vivant. Il n'y a pas un être vivant, végétal ou animal, qui soit plein. Ça n'existe pas. Il n'y a que les humains pour penser qu'on peut faire du plein et donc gâcher de la matière. Et donc voilà, dans un os tel que vous le voyez ici, là, vous voyez une structure qui est très fine, qui peut vous paraître aléatoire, mais qui ne l'est pas du tout. Elle est exactement adaptée aux contraintes subies par cet os. Et nous appliquons la même chose, voilà, le même principe, à des structures qu'on va fabriquer avec des matériaux divers, mais toujours le moins possible de matière. Voilà. Et deuxième principe sur lequel je vais revenir, c'est quelque chose qui est aussi omniprésent dans le vivant, c'est la multifonctionnalité. Soyons clairs, la nature est feignante. Et en plus, elle est radine. Donc, tant qu'elle peut tirer sur une corde, elle le fait. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ici, c'est un bec de toucan. C'est un exemple assez connu. Bon, le toucan est un animal dont le bec représente à peu près un tiers de sa taille. Vous imaginez bien que si c'était plein, il ne pourrait pas voler.
Le toucan vole très très bien, vous inquiétez pas pour lui. Ce bec est donc très léger. En même temps, il s'en sert pour aller chercher sa nourriture, pour casser des noix éventuellement, si nécessaire pour combattre, même si ce n'est pas son truc. Et c'est donc un bec très solide. Et enfin, dernier point, peut-être que certains d'entre vous ont un peu chaud ici, vous commencez à sentir la sueur, comme moi. Bon, c'est notre système à nous les humains pour refroidir. Vous avez déjà vu les chiens? Bon, vous avez déjà vu les éléphants qui battent les oreilles. Le toucan, lui, c'est son bec. Dans son bec, il aspire de l'air et il a une surface d'échange entre l'air et le sang qui est énorme dans un petit volume grâce à ces structures lattices. Voilà. Donc son bec lui sert à plein de choses et il le fait avec un seul matériau, avec son os, c'est tout. Donc voilà un procédé. Alors, vous a donné l'exemple du toucan, mais on pourrait vous en donner 1000. Dans la nature, c'est un cas vraiment omniprésent. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Romuald. Du coup, nous, côté CBIOS, on travaille sur trois aspects essentiels dans le biomimétisme. Un premier qui va être de continuer à mettre le biomimétisme au service de la transition écologique. Notamment, on a une collaboration pluriannuelle avec l'ADEME pour travailler ce lien et cette intrication entre biomimétisme et éco-conception. À l'échelle des bâtiments et des infrastructures, on travaille sur le lien entre biomimétisme et services écosystémiques, la dimension régénérative. Et donc voilà, s'assurer que le biomimétisme n'est pas mis à profit uniquement pour la performance technique et fonctionnelle, mais qui s'inscrit bien dans cette logique plus globale. On travaille aussi justement cette cartographie nationale, à faire se rencontrer les bons partenaires, à créer cet écosystème favorable en fait à faire germer toutes ces innovations. Et enfin, on travaille sur la dimension du management de l'innovation. Là, on voit des projets R&D un peu singuliers, mais en fait derrière, il y a toute une logique. Tu nous reparleras probablement, Pierre, de comment est-ce qu'on embarque les équipes, comment est-ce que de manière systémique, voilà, c'est vraiment approprié, ça peut s'inscrire dans l'ADN d'une entreprise. C'est pas toujours simple. Et donc pour ça, il y a un enjeu de formation des équipes, d'outils innovants qu'on est en train de développer pour faciliter cette appropriation-là. Et de créer les bons écosystèmes partenariaux autour, en fait, pour voilà, que ça s'imprègne vraiment dans la culture d'entreprise. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu voilà, le retour d'expérience un peu en off, au-delà de l'histoire linéaire qu'on peut imaginer? Oui, tout à fait. Donc, je vous ai parlé de la phase découverte. Après la phase découverte, il y a la phase d'appropriation, d'intégration, hein, dont Laura vient de vous parler. Concrètement, nous, on a pris ce connecteur, un connecteur standard SICAM, et on est passé par des ateliers. Donc, des ateliers organisés avec le CBIOS. On a sélectionné 8 ingénieurs R&D. Il faut identifier des profils qui sont compatibles, qui ont envie d'innover, qui ne sont pas non plus complètement sur le frein. C'est bien d'avoir un ou deux sceptiques, mais il ne faut pas en avoir plus. Et avec ces ateliers, en fait, on a appliqué concrètement la méthodologie. Alors, ça va parler aux ingénieurs, hein, c'est une analyse fonctionnelle. Et puis, à partir de là, on va chercher des modèles biologiques qui sont compatibles et on va les retransformer derrière en solutions, en principes de fonctionnement. Et ces ateliers, je pense, se sont établis sur une durée d'à peu près de 6 mois. Et à la fin, on a abouti à 6 fiches idées, 6 principes de fonctionnement. Alors, inspiré du serpent, inspiré du scorpion, inspiré de la lamproie, inspiré du moustique tigre. Moustique tigre, très intéressant, même s'il nous pique. Et il y a encore des choses à étudier dessus. Ça fait partie des prochains sujets avec le CBIOS, et peut-être financé par la BPI. J'en profite. Hein. Et on n'est pas allé jusqu'au prototype physique, malheureusement. Mais on avait déjà bien avancé et on avait semé la petite graine. Là, je vous parle de 2022. Je vous ai dit tout à l'heure que le connecteur, on était en train de finir de le certifier. Donc, ça veut dire 2 ans. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les 2 ingénieurs R&D parmi les 8 qui avaient participé à la formation, aux ateliers, hein, c'est une formation très, très pratique, hein, hands-on, hein, comme disent les Anglais, se sont retrouvés en charge du développement de ce nouveau connecteur solaire. Et un connecteur particulier parce que dans les installations solaires, les épaisseurs de gaines de câbles sont de plus en plus épaisses. On va jusqu'à 6-7 mm. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est éviter le dénudage. Donc perforer 6-7 mm, ça devient très costaud parce qu'après, on fait le contact électrique en plus. Et donc, ces 2 personnes étaient sensibilisées, ont utilisé une des fiches idées et l'ont mis en pratique. Et là, on est rentré dans le développement, je dirais, standard. Si vous concevez, pour ceux qui ont l'habitude, un développement de produit, cette phase de faisabilité, il faut l'anticiper, il faut la faire en amont.
Ça ne rentre pas pile poil dans le timing d'un projet, vous savez, où il y a un mois pour faire le cahier des charges, un mois d'avant-projet, 3-4 mois de développement et l'Indus, ça dépend des process. Donc voilà comment on a procédé pour aboutir à un connecteur complètement nouveau, avec une réduction de matière de plus de 20% par rapport à ce qui se fait d'habitude et une répartition des efforts qui est optimale. Donc on s'est rendu compte après avec l'étude par élément fini, on n'a aucun point de contrainte dans le connecteur, ce qui permet d'éviter les phénomènes de relaxation de contraintes qui font que le connecteur, au bout d'un certain temps, se dilate et puis le contact électrique est moins bon. Donc une amélioration aussi en qualité et en durée de vie. Et moins de pertes techniques, donc on coche pas mal de cases. Donc, si je résume, des vrais bénéfices aujourd'hui mesurés et actés, un produit qui va jusqu'à trouver son marché là en cours, mais par contre un temps de conception qui s'est fait un peu en 2 temps, avec une phase un peu de maturation ou de digestion, qui fait que voilà, le premier projet de biomimétisme, il est peut-être pas si facile, mais que voilà, une fois qu'on a passé cette marche, il y a un potentiel voilà, plus large derrière. Côté modulation, est-ce que vous voulez nous raconter un peu voilà, la suite de l'aventure, comment on passe au développement ? En fait, je suis très sensible au côté efficacité. Et efficacité dans la réalité actuelle, dans la question de nos coûts, finalement, et que ça soit rentable et que ça soit en face de l'industrie. Donc là, de ce côté-là de l'écran, vous voyez l'os dont Romuald vous a parlé. Vous voyez comment les contraintes sont bien réparties une fois qu'on analyse les géométries. Et nous sommes en stade des tests mécaniques pour une dalle de bâtiment collectif dans lesquels on économise 70% de matière par rapport à la dalle que vous avez sous les pieds. Et qui dit économiser 70% de matière, dit économiser du poids. Et c'est un gain de CO2 à tous les étages. Quand vous faites l'extraction de la matière, quand vous faites le transport, quand vous faites la manufacture. Donc le gain, il est partout. Quand vous faites la manufacture et quand vous cassez à la fin. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on produit, c'est quoi? C'est des déchets futurs. Donc moins vous en faites, moins vous aurez de déchets à la fin. C'est aussi bête que ça. Et là encore, je pense qu'on a des leçons à tirer du vivant. Effectivement, le vivant utilise le minimum. Et accessoirement aussi, il utilise ce qui est sur place, ce qui est disponible. Si je vous dis que j'ai croisé un écureuil ce matin à l'aéroport qui partait en Turquie pour aller acheter des noisettes, vous n'allez pas me croire. Ça n'existe pas. Ça, dans le vivant, on prend ce qui est disponible. Alors, si c'est un végétal, vraiment immédiatement. Si c'est un animal, dans une zone très réduite. Et on le restitue à la fin, réutilisable par d'autres, ce qui n'est pas forcément le cas des productions humaines, malheureusement. Donc, ça fait aussi partie du raisonnement que nous, on entretient. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dire, tiens, ça marche comme ça, on va copier et puis ça va être super efficace. On se dit aussi, comment on ferait le vivant pour qu'au bout du compte, au bout de la boucle, ça rentre dans le truc. Est-ce que, par exemple, le vivant ferait des mélanges? Non, très peu. Très peu. Effectivement, nous, on aime bien faire des mélanges. On a même créé des matériaux. L'être humain a créé des matériaux qui n'existaient pas. Et puis, il les mélange. Nous, au contraire, quand on regarde ce que fait le vivant, on s'aperçoit qu'il mélange très peu. Il va utiliser le même matériau sous des formes différentes pour avoir des fonctionnalités différentes. Et effectivement, en fin de compte, ça va être restitué aux autres éléments du vivant, à ceux qui vont suivre, quelle que soit leur nature. Et on rentre dans une boucle. Merci beaucoup. Du coup, là, je crois qu'on a essayé de dresser un panorama assez par la raison et l'argumentaire pour vous montrer en quoi cette expérience du biomimétisme, elle est très vertueuse, de manière voilà, très rationnelle, mesurée avec des chiffres, des produits et des impacts. Je crois que dans ce qu'on traverse aussi comme aventure dans le biomimétisme, il y a aussi cet émerveillement au vivant. Retrouver voilà, ce lien au tissu du vivant qu'on ne voit plus vraiment autour de nous dans nos villes particulièrement minérales, et que l'univers du biomimétisme, quand on l'étend à l'échelle de nos infrastructures, de nos quartiers, de nos territoires, c'est aussi se re-questionner sur l'interface qu'ont les activités humaines avec le reste du tissu du vivant, et nourrir, j'imagine, voilà, d'autres imaginaires, d'autres récits. Et je crois que c'est quelque chose qui nous anime beaucoup, cet émerveillement du vivant, au-delà de toutes ces performances qu'on a pu vous lister aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'on peut conclure là. On a 5 minutes pour prendre des questions, et je pense que c'est assez chouette si c'est interactif sur cette dernière partie. Merci.
une petite question de curiosité. Donc je vois bien le modèle pour la dalle. Par contre, j'ai du mal à me projeter sur la mise en œuvre du dallage béton. Et la question, c'est est-ce que du coup vous allez jusqu'au bout, jusqu'à l'opérationnel, ou vous produisez le concept et puis derrière... Alors la réponse à la deuxième question, c'est oui, on va jusqu'à l'opérationnel. On a des partenaires pour lesquels c'est pas de la poésie. Il faut qu'ils aient une solution, il faut qu'elle fonctionne et il faut qu'elle soit vivante là, dans le monde réel. Donc aujourd'hui, par exemple sur ce cas de figure particulier, parce qu'on n'est pas lié à ce cas de figure, mais sur ce cas de figure particulier, on est dans une phase de test mécanique là, par exemple. Maintenant, sur la façon de la mise en œuvre, ça c'est un petit peu ce qu'on vend en fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, encore une fois, ces structures, elles sont très répandues dans le vivant. Dans le monde humain, elles sont relativement connues. Vous connaissez la Tour Eiffel ? Vous voyez ça. Mon associé vit dans une maison à Colombage qui date du XVIe siècle. C'est une structure lattice. Ici, vous voyez que c'est assemblé par boulonnage. Ce que vous avez au-dessus, c'est soudé. Il y a des gens qui font pas mal de ces choses-là en plus petit avec impression 3D. Nous, notre spécificité, c'est qu'on sait le mouler. Donc on sait faire de la production à grande échelle, à grande qualité, pour un coût raisonnable, et donc dans des applications diverses. Alors là c'est du bâtiment, mais ça peut être de l'aéronautique, ça peut être de l'automobile, ça peut être une table. Pardon. Et aussi dans des matériaux différents. Donc là, on vous a montré une application pour le BTP avec du béton, qui veut dire des structures spécifiques que nous adaptons au process des conceptions et au process de manufacture spécifiques de ces secteurs. Mais nous travaillons sur d'autres applicatifs, par exemple dans le domaine du transport. Et en ce cas-là, notre structure moulable s'adapte aux spécificités de la manufacture de la fonderie et aussi des process de conception dans les équipes d'ingénierie du secteur du transport. J'avais deux questions rapides. Pour Modulatio, est-ce que vous avez intégré la logique de Building as a Material Bank, c'est donc un bâtiment qui est conçu comme une banque de matériaux, et donc quand je vous écoute, ça rentre complètement là-dedans. Et question à SICAM, c'était plutôt sur l'aspect justement fonctionnel. Est-ce que vous intégrez cette fonctionnalité dans le modèle économique? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au-delà de vendre vos fixateurs, vous avez aussi du coup, ça pourrait être aussi une logique d'intérêt davantage de service, de maintenance préventive ou de choses comme ça? Ça te laisse le temps de réfléchir à la question. La réponse est malheureusement oui, mais imparfaitement. Pourquoi imparfaitement? C'est parce qu'on utilise le vivant comme un exemple, et comme souvent quand on utilise un exemple, on fait un peu moins bien que l'exemple. Alors évidemment, on va dans le chemin, hein, on vise à être dans cette perfection, mais on n'y est pas encore. On s'en approche. Par rapport à l'existant, il y a eu de gros progrès, et effectivement, typiquement, le fait de ne pas multiplier les matériaux qu'on mélange, ça simplifie la chose. Mais il y a aussi le fait d'être démontable, remontable, réutilisable. Hein, c'est le reduce, reuse qu'on met en pratique, je dirais, le plus possible. Voilà. Je ne peux pas vous donner une réponse, ouais, on le fait à la perfection, ça ne serait pas vrai, ça ne serait pas sincère. Mais on le fait le plus possible. Alors, pour essayer de répondre à votre question sur le modèle économique, on est dans le monde du solaire, hein, avec des prix qui sont super tirés, donc il faut une solution qui est vraiment très compétitive, sans maintenance. Une ferme solaire, c'est 25-30 ans, nous, il n'y a aucune maintenance. Il y a une vis à tête fusible qui va casser pendant l'installation, donc elle casse au couple. On sait que la perforation et le contact électrique sont bons. Ça, c'est qualifié par des centaines d'heures d'essai. Donc là-dessus, pas de maintenance, justement. Aucune maintenance. Par contre, on a développé d'autres solutions IoT pour faire de la surveillance en temps réel du productible et détecter un panneau qui soit en panne, un fusible qui a lâché. Normalement, notre connecteur, c'est zéro défaut. Une petite question concernant la propriété intellectuelle. Donc, comme on est sur des produits qui sont amenés à être commercialisés et a priori pas copiés, est-ce qu'il y a des règles particulières pour la propriété intellectuelle? Parce qu'effectivement, l'activité inventive, ça ne découle pas de manière logique pour l'homme de l'art. Et là, on dit la biologie, on sait, ça le fait très bien. Est-ce qu'il y a des recettes particulières ou est-ce qu'il y a des écueils à éviter?
Oui, alors pour répondre en partie à cette question, je dirais qu'on va vraiment distinguer ce qui est de l'ordre de la découverte biologique de l'innovation industrielle. Et donc, on ne peut pas breveter une découverte biologique. Par contre, la transposition, les principes inspirants qui en découlent, la manière de l'incarner pour tel ou tel usage, ou les technologies mises à profit pour réaliser, c'est vraiment là qu'il y a une marge de manœuvre inventive vraiment énorme. Et pour citer, avec plaisir, pour citer un dernier élément, ce qui va être aussi hyper intéressant en biomimétisme, nous on a un programme multi-acteurs qui s'appelle Biomig, dans lequel on fait travailler plusieurs secteurs industriels en parallèle sur un même projet, parce que justement on a cette idée que les principes inspirants sur des thématiques qui sont très transversales, on va pouvoir les décliner par secteur d'application, et donc on a une mutualisation des moyens, un partage de l'API qui est possible, parce que le biomimétisme facilite cette coopération transsectorielle. Et donc, pour compléter, sur ce connecteur solaire, SICAM a déposé un brevet. C'est aussi notre cas, on a un brevet aussi. Alors on est arrivé au bout du temps, donc je crois qu'on va être obligé de raccrocher. Par contre, on reste accessible pour des discussions informelles.